Eric Rabessandratana, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier souvenir du PSG, la première fois que tu as vu, je sais pas, un maillot du club, le logo? C'était dans les années 80, c'était les années Rocheteau. Voilà, c'était cette époque-là. En fait, mais c'est vrai, c'est drôle ce que tu racontes, c'est que le maillot m'a marqué. C'est-à-dire que j'aimais cette bande là au milieu qui représentait. Alors, je sais pas ce que c'était au départ, mais j'ai adoré le maillot. Je pense que peut-être au départ c'était le maillot qui a fait que j'ai adoré ce club. Et puis après aussi parce que j'étais parisien. Mais les premiers souvenirs c'est ça. Alors pas forcément de match. Par exemple, si je donne un exemple du Parc des Princes, c'est un match, mais c'est un match de l'équipe de France, c'est pas un match du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est mon premier souvenir au Parc des Princes. Mais sinon, pour le club et pour le maillot, je pense que c'est l'époque de Rocheteau. À cette époque-là, c'était incroyable. Tes premiers pas dans le foot, c'était comment? Quand tu es petit, je sais pas à quel âge tu as commencé? J'ai commencé à 6 ans. Mais j'ai commencé un peu avant parce qu'en fait, j'avais pas le droit de jouer et j'ai quand même signé avec une dérogation. Non, mais il y avait une dérogation, c'est un peu différent à l'époque. Il y avait une dérogation, j'étais à Franconville, dans le Val d'Oise, et puis j'avais fait un essai. Et sur cet essai, on avait fait un match, forcément, et j'avais mis 21 buts sur 24. Ça te donne un peu le ton. Alors forcément, j'avais pas l'âge, mais ils avaient quand même envie que je commence. Donc je me suis entraîné, mais je pouvais pas signer de licence. Donc je me suis entraîné pendant 1 an avec eux, mais je pouvais pas signer de licence. Et puis après, j'ai signé normalement, quoi. Et déjà petit comme ça, ton rêve c'était de devenir joueur professionnel? Non. C'était un peu particulier pour moi parce que je me suis jamais dit que je voulais être joueur professionnel. Mais je le savais. Ça veut dire que j'ai tout fait en me disant je serai professionnel, mais sans réellement me mettre cette pression-là. Et c'est ça certainement qui m'a aidé à passer au fur et à mesure les étapes. J'ai souvent été surclassé dans mes années jeunes. Et tes parents, ils ont été déterminants? Mes parents m'ont beaucoup encadré. Ils étaient là à tous les matchs, ils allaient. J'ai même fait un championnat d'Europe avec l'équipe de France au Danemark. Ils sont venus en voiture, donc ça te donne un peu Donc non, ils ont été présents tout le temps. Voilà, donc j'ai eu cette chance. Et je crois que ta mère était particulièrement contente que tu signes au PSG, mais elle avait déjà téléphoné ou écrit à Canal+. Alors ça, c'est l'anecdote. Premier match en professionnel. On joue Caen. Et donc c'était Thierry Gilardi à l'époque, je pensais pour lui, et il s'occupait de, je crois que c'est jour de foot, je sais pas si ça s'appelait comme ça au départ, mais jour de foot, et donc dans jour de foot, il avait fait le résumé du match de Caen-Nancy, et il s'était trompé sur mon nom. Et donc ma mère avait envoyé une lettre. C'est extraordinaire. Et moi je lui ai dit mais c'est pas possible. Et après ça, il avait donc parlé de ça en disant voilà, Madame Rabessandratana m'a envoyé une lettre, voilà, donc je m'excuse et tout. Et alors c'est pas possible. Quand toi tu viens de commencer tes premières années en pro et ça passe comme ça, mais c'était drôle, mais voilà, c'est ma mère. Mais après Nancy, parce que tes parents sont allés s'installer en Lorraine, après Nancy, quand tu signes au Paris Saint-Germain, elle était contente, elle? Elle était très contente, mon père aussi, mais elle était très contente parce que j'étais parisien d'origine, je suis né à Épinay-sur-Seine, et donc du coup, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans, je sais jamais à peu près, mais je crois que c'était 12 ans, dans la région parisienne, avant que mes parents soient mutés à Nancy. Donc le retour à Paris, c'était presque logique. Et puis... Surtout que tu avais déjà foulé la pelouse du Parc des Princes. J'avais foulé la pelouse du Parc des Princes, c'est vrai. À l'Euro 84, en levée de rideau, j'avais lancé les ballons. Il y avait des ça ballons. devait être incroyable. C'est incroyable. Et Petit je vais te raconter juste même une anecdote pour ça. C'est que je fais donc... on balance les ballons dans les tribunes et tout ça, pour l'ouverture de l'Euro 84 en France. Et en sortant, c'est la première fois de ma vie que ça arrivait. Je demande un autographe à Michel Platini. Et c'est le seul autographe de toute ma vie que j'ai demandé, alors que j'allais rien en faire, parce que c'est pas bon truc les autographes, mais j'ai fait un peu pour copier un petit peu les copains, et j'ai demandé un autographe à Michel Platini, que j'ai rencontré après et bien connu. Alors on va revenir sur le foot. Quand tu signes au PSG, tu arrives de Nancy, vous venez de descendre en Ligue 2. Ouais. Ça représente quoi pour toi signer au Paris Saint-Germain? Alors ça s'est fait vite, hein, déjà, parce que
À l'époque, j'avais Jean-Michel Moutier, qui était de Nancy, qui était directeur sportif à l'époque, avant de partir au Paris Saint-Germain. Et du coup, j'étais en bonne relation avec lui, et que j'ai vu d'ailleurs hier. Et c'est drôle. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé au mois de novembre, au mois de décembre, donc l'année d'avant, au mois de décembre, pour me demander si j'étais intéressé par le Paris Saint-Germain et tout ça. Forcément. Oui. Oui, un petit peu. Non, donc, et en fait, ça s'est fait. J'ai signé en janvier, puisque comme j'étais en fin de contrat, j'ai signé en janvier. Donc je savais depuis 6 mois que j'allais jouer au Paris Saint-Germain, donc c'était déjà une grande fierté. Et c'est un grand pas parce que le PSG, quand tu les rejoins, ils viennent de terminer 2e au classement. Beaucoup de pression. Pression, je sais pas si moi j'avais la pression. Oui, on a toujours la pression quand on arrive au Paris Saint-Germain, mais j'arrivais avec en sachant que j'allais pas jouer tout de suite. Il y avait Le Guen Roche. Et pourtant, tu as joué avant même d'avoir signé. C'est vrai. C'est vrai, tu allé chercher les infos, c'est vrai. C'était drôle d'ailleurs quand même, parce que pour l'anecdote, j'ai été invité par le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Ils jouent le jubilé de Hugo Sanchez à Santiago Bernabéu. Et donc, le PSG m'invite. Et je me dis, wow, déjà, j'ai pas joué avec eux encore, et je vais commencer par un jubilé au Santiago Bernabéu. Et en fait, super expérience. Voilà, j'ai joué, je vais pas dire de bêtises, je crois que j'ai joué une mi-temps, peut-être un peu moins. Mais c'était extraordinaire. Jouer déjà contre ce Real Madrid-là, même si c'était un match d'exhibition, et en plus là-bas, c'était un beau cadeau d'arriver, on va dire. Ça va pour les débuts. Ouais. Alors à l'époque, quand tu arrives, Ricardo est entraîneur. Est-ce que tu peux nous raconter sportivement comment était le Paris Saint-Germain à l'époque ? C'était une machine à gagner. C'était voilà, l'état d'esprit. C'est le Paris Saint-Germain qui avait l'habitude de jouer des grandes compétitions et d'arriver presque au bout. Même si on est arrivé en 96, voilà, on a régulièrement les demi-finales et voilà, de Coupe d'Europe, de gagner ou le championnat ou d'être dans les premiers rôles. Voilà, c'est une équipe qui avait l'habitude de gagner. Donc j'arrive et en fait c'était aussi ça ma motivation, c'est-à-dire que j'avais rien gagné avec Nancy. Et j'arrivais pour essayer de gagner des choses avec le Paris Saint-Germain. Et jouer l'Europe. J'arrivais dans une équipe qui avait l'habitude de gagner. C'était incroyable. Il y avait quand t'as Le Guen Roche, Fournier, Rail, Guérin, voilà, tous ces joueurs-là qui ont l'expérience de la Coupe d'Europe et qui ont vécu des moments forts avec le Paris Saint-Germain. Voilà, toi t'es là, tu suis. Et puis j'étais venu aussi pour jouer. C'est-à-dire que voilà, il y a des joueurs qui viennent à Paris, on peut tout faire. Soit on vient pour faire la fête, pour connaître tout ce qu'il y a autour, soit on vient pour jouer au football. Moi, j'étais venu exclusivement pour jouer au foot. Et en fait, c'est pour ça que j'ai attendu quand même 3 mois avant de jouer mon premier match. Mais après, j'ai joué tout le temps. Et on en parlait, tu découvres l'Europe. On en parle du souvenir que tu as de PSG Steaua Bucarest. Ouais, parce que j'ai failli rentrer dans ce match. À 1 minute de la fin, j'étais prêt à rentrer. Il a sifflé la fin du match. Ça aurait été symbolique, mais l'ambiance, j'ai rarement vu ça dans un stade. Une communion entre le public, les joueurs et mentalement, dans le vestiaire, je pense que je savais qu'on allait gagner et qu'on allait faire l'exploit. Tout en étant remplaçant, parce que j'avais peut-être une place privilégiée. J'avais pas forcément la pression parce que je jouais pas, mais j'avais la possibilité de voir ce qui se passait et de voir tout ce qui circulait en énergie dans le vestiaire. Et en fait, c'est ça qui a été incroyable. C'est que c'était quasiment sûr c'était quasiment sûr. Et puis tu regardes le match, tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et la communion, elle était presque, j'allais dire, dans toute la ville. On avait l'impression que tout Paris était... L'ambiance, la résonance dans les buts, le scénario, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est le scénario aussi qui fait que tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. On va faire une petite parenthèse sur l'Europe. D'ailleurs, est-ce que tu as des souvenirs particuliers de matchs déjà de découvrir l'Europe ? Oui, bah oui. Quand tu vas au Bayern, même si on perd 5-1, tu vas au Bayern, tu vois les ambiances. C'est les ambiances surtout, parce que même en Turquie, à Beşiktaş, l'ambiance était incroyable. C'était incroyable. Je sais plus quel joueur c'était devant, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et en fait, il venait faire chanter le COP.
Donc il se mettait devant, il arrivait de loin, il les faisait chanter. Non, c'est vrai, c'était une chorégraphie. Tu te dis, mais c'est incroyable. Moi, j'étais remplaçant à l'époque, je jouais pas encore, et je voyais tout ça. Je me dis, mais c'est incroyable. L'ambiance, ça. Tu vas au Bayern, c'est pareil. Tu vas jouer le grand Bayern, tu perds 5-1, même si le scénario est un peu. Et puis en plus, j'ai la chance de jouer, de rentrer dans le match. Donc c'est des trucs incroyables. Rosenborg, le 7-2. Ouais. Alors, il y a ça, mais avant ça, il y a Göteborg. Parce que Göteborg, c'est le seul but que je marquerai en Coupe d'Europe. Et qui nous maintient un peu dans l'espoir de qualification derrière. Il nous reste un match, je crois que c'était Beşiktaş aussi. Et en fait, juste le scénario de ce match-là, pour l'anecdote, on est là-bas, il fait -8. Donc tu arrives sur le terrain, c'est pour prendre une image qui parle bien, c'est comme si tu arrivais sur un parking pour jouer, le béton, le terrain était comme ça, tu arrives, il fait -8, donc tu as froid en fait, pieds gelés. Ouais, pieds gelés, donc conditions plus que particulières, et puis tu as l'obligation de gagner, et on fait un match je crois je sais plus qui se fait expulser, je crois que c'est Jimmy peut-être, qui se fait expulser, donc on finit à 10. Pendant ce match-là, je prends un carton jaune à peut-être 15 minutes de la fin. Et en fait, ce carton jaune, je sais que ça va m'empêcher de jouer le dernier match contre Beşiktaş. Et en fait, ça m'a peut-être un peu mis les nerfs parce que je savais tout ça. Oui. Et du coup, de toute façon, il fallait gagner. Et puis, il y a un dernier coup franc de Franck Gava qui est sur le côté. Et puis, voilà, je marque de la tête. Et il restait 2 minutes. Et c'est un souvenir extraordinaire. Mais voilà, c'est des choses que tu découvres parce qu'il y a la pression, parce que c'est des enjeux, c'est des grands enjeux, et puis aussi parce que c'est tout ce que j'avais voulu jouer, quoi. La Ligue des Champions, voilà, c'est autre chose, c'est une autre compétition. Ben voilà, on revient à quelque chose de plus terre à terre, à notre championnat de France. Sur cette première saison, ta première saison au Paris Saint-Germain, vous finissez 8e, mais vous remportez Coupe de France et Coupe de la Ligue. Ouais. D'ailleurs, tu marques le premier tir au but contre Bordeaux en finale. C'est ça. Première. Tes premiers trophées, donc. Premier trophée, absolument. Championnat, on démarre bien le championnat et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, mais en coupe, on était, ce que je disais, tu joues avec une équipe qui a l'habitude de gagner en fait. Et la coupe, c'est un état d'esprit de gagnant en fait. Tu dois, c'est sur un match, tu dois faire la différence. Cette équipe avait l'habitude de jouer des matchs comme ça. Et on arrive au bout, on fait cette première finale de Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Où là c'est pareil, ça se passe bien, et puis finalement ils reviennent, c'est Jean-Pierre Papin qui met ce coup franc dans les arrêts de jeu, pas dans les arrêts de jeu, dans les prolongations, et donc on finit au penalty, et là donc habituellement voilà, l'entraîneur cherche qui veut tirer le penalty, et donc il arrive devant moi et il me dit est-ce que tu veux tirer? Et moi je réfléchis pas, je dis oui. Bien sûr. Je dis ouais. Je dis oui, mais par contre je tire le premier. Oui. Parce que je lui dis, mais en fait, je tirais les pénaltys à Nancy. D'accord. Mais ça n'enlève pas la pression. Parce que quand tu es dans le rond central et que tu vas aller jusqu'au point de pénalty, tu as quand même 80 000 personnes dans le stade. C'est pas tous les dimanches que tu joues devant 80 000 personnes. Et en plus, en finale d'une compétition. Donc voilà, tout le trajet, tu as intérêt à savoir ce que tu vas faire. J'ai marqué mon pénalty et on a enchaîné derrière, c'était bien. Mais c'était des grands souvenirs. Alors évidemment, tu te dis, on va parler de cette saison 97-98 et puis on va pas me parler du penalty. Non, ça serait dommage quand même. Impossible. Alors c'est quasiment une légende maintenant pour les supporters, alors sans doute pour les journalistes, mais pour les supporters, c'est une légende. Il y avait ou pas penalty, nom de nom? Ben, bien sûr que non, qu'il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty. Après, j'ai toujours expliqué parce que pendant. Allez, là, maintenant, c'est plus le cas, mais pendant 16 ans, après ça, on m'a appelé tous les ans pour me demander s'il y avait penalty. Non, mais je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Pendant 16 ans, on m'appelait au moment où il y avait le Classico, ou alors au moment où lui était entraîneur d'Ajaccio pour revenir au parc. Voilà, on me posait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, non, il n'y avait pas penalty. Maintenant, il a très bien joué le coup. Ça, on l'a toujours dit. Il a été très malin et il l'a payé après parce qu'il n'a pas eu tous les pénaltys qu'il devait y avoir sur lui. Mais il n'empêche que, voilà, il n'y avait pas pénalty et j'ai rien fait. Mais alors, c'est quoi ton plus beau PSG-OM? Plus beau PSG-OM, c'est celui où on gagne 2-1 avec des buts de
C'est Marco le premier, et après c'est Bruno Rodriguez, je crois, qui marque le deuxième. Celui-là, parce qu'en fait, on fait tout dans les 10 dernières minutes. On perd un 0. C'est dans la saison où c'était difficile aussi. Et cette victoire nous permet de finir la saison plus tranquillement. Et de faire ça au parc, dans les 10 dernières minutes, et avec l'ambiance. Parce que je ne sais pas si les gens, à part les supporters du Paris Saint-Germain qui savent, ce que ça peut représenter un classico pour les joueurs déjà, mais surtout pour les gens. Là, tu inverses la tendance, tu perds 1-0 à 10 minutes de la fin et tu gagnes 2-1. C'était une folie. Alors en plus, il y a une résonance particulière dans le Parc des Princes. C'est pour ça que j'aime aussi ce stade. Et d'avoir ça, l'ambiance dans beaucoup de matchs où j'ai joué aussi pareil en Coupe d'Europe, c'était tout le temps pareil, la même ambiance. C'est pour ça que j'adore ce stade, parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Ouais, on va arrêter les digressions, on va revenir au long de ta carrière. Il y a eu beaucoup de changements dans le club à l'intersaison 98. Biétry arrive comme président. Vous commencez la saison avec Alain Giresse comme entraîneur, ouais. Bergerot et son adjoint. Bon, il reste que 11 matchs. Ouais, c'est début de saison compliqué. La saison dans son ensemble va être compliquée. Ouais, la saison dans son ensemble. Après, il n'a pas forcément fait Alors moi, je parle pour mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il voulait mettre Worms et Alain Gobain, qui sont deux joueurs complètement, j'ai envie de dire pareil. C'est-à-dire que c'est deux stoppers. Et tu veux mettre deux stoppers en jouant, sans mettre un des deux qui soit un peu plus libéraux à l'époque, oui. Comme on pouvait jouer. Et je pense que c'est son erreur, en fait. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre les deux. Et puis finalement, on a eu du mal à enchaîner. En plus, pour malheureusement se faire éliminer par Maccabi Haïfa, ça a déclenché certainement son départ. Mais non, c'était peut-être une tâche compliquée pour lui, parce que le Paris Saint-Germain, c'est un club particulier et que il faut prendre tout ce qui va avec. Donc c'est une tâche compliquée, c'est vrai. Tellement particulier que Alain Giresse part, Arthur Georges arrive, il reste pas très longtemps. Et derrière, il y a Philippe Bergerot. Tu connais 3 entraîneurs dans la même saison. 3 entraîneurs, c'est quand même... combien? 2 présidents? Oui. 3 entraîneurs, 2 présidents. En plus, on est parti chercher Arthur Georges et Denis Troche, mais pour finir avec Bergerot. Alors pourquoi ne pas prendre Bergerot tout de suite? Ça n'a rien à voir avec Denis Troche et Arthur Georges. Hein. C'est dans la logique de fonctionnement. Je dis, si c'est pour finir avec Bergerot, pourquoi tu n'as pas pris Bergerot tout de suite? Donc déjà dans la réflexion, il y avait un problème. Mais non, c'était compliqué. Guerre d'ego et voilà, on n'était pas vraiment sur du football. Il y a eu beaucoup de changements. C'est-à-dire que toute l'époque de Niso est partie. Oui. Donc là, c'est aussi, tu changes complètement une équipe. Donc là, il y a un flambeau à reprendre qui n'est pas forcément facile. Et puis nouvel entraîneur, nouveau président, il y a tout qui changeait en fait. Donc là, cette période-là, t'es en transition, mais c'est une grosse transition. Ouais. Il y a une chose qui ne change pas, c'est les supporters. Ouais. Ils ont été particulièrement importants pour vous cette saison? Ils seront toujours importants. À cette période-là, la presse n'a pas été tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, les journalistes, c'était pas forcément tes meilleurs amis à l'époque. Oh, ça arrivait, ouais. Non, mais après, tu vois. Mais ça arrivait, c'est vrai que je les trouvais pas toujours objectifs. La presse a toujours été dure avec le Paris Saint-Germain, quelquefois gratuitement, je pense. Après, quand on est joueur, on est aussi dans sa bulle. Ah, donc, je pense que la responsabilité est sur les deux. Mais voilà, moi, j'ai trouvé, à une époque, c'était un peu facile de taper sur le Paris Saint-Germain. Voilà. Philippe Bergerot, il a été particulièrement important pour toi dans ta carrière? Ouais, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et qui... j'ai rencontré quelqu'un de vrai. Être capitaine au milieu de toutes ces stars, ça représente quoi? Est-ce que c'est une pression? Est-ce que tu gueulais beaucoup? Non, je gueulais pas beaucoup, mais par contre, après, ça n'a pas vraiment changé quelque chose. Pour moi, c'est plus pour les autres en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le brassard parce que c'était une fierté, parce qu'on me le donnait. Mais quelque part, avec le brassard ou sans brassard, j'aurais été le même en fait. C'est-à-dire que les interventions dans le vestiaire ou les choses comme ça, oui, t'avais pas besoin du brassard. Non, j'avais pas besoin du brassard pour faire, parce que quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Donc c'est pour ça que finalement, ça m'a pas
changé fondamentalement. Par contre, ça a changé le regard des gens autour, surtout. En août 99, donc vous reprenez avec Philippe Bergerot, c'est une très très belle saison. Ouais. Et il n'y avait que Monaco pour nous embêter dans cette saison, parce que sinon, mais ils étaient très très forts. Ils étaient très très forts, mais sinon le reste, tout c'était bien. L'ambiance, elle était comment dans le vestiaire? Quand tout roule comme ça? Elle est bien, elle est nickel. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'est plutôt apaisant, j'ai envie de dire au PSG, parce que bon, c'est des saisons comme ça, il y en a pas beaucoup. Faut savoir en profiter. Ouais. Mais ça fait partie du club, ce que je disais. C'est un fonctionnement, c'est l'ADN. On parle du Paris Saint-Germain, en dehors, en bien, en mal, voilà. Alors les joueurs essayent de se protéger de ça en étant, voilà. Je pense que nous, ça fonctionnait bien dans le vestiaire, mais c'est pas toujours évident. Alors c'est une très très belle saison, mais il y a quand même un point noir. Oui. C'est je te laisse terminer ma phrase. Non, vas-y. Je te laisse. La défaite en finale de coupe contre Guignon. On est tombé contre une équipe de Guignon qui était très très forte, donc ça n'enlève rien à leur mérite. Oui. Mais nous, on n'était pas à la hauteur. On n'était pas à la hauteur, on perd 2-0, mais voilà. Mais il y avait une belle équipe en face quand même. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas su être conquérant comme on aurait dû l'être. Et puis derrière, on a subi la grosse performance de l'équipe d'en face aussi. Donc, mais c'est mon plus mauvais souvenir. J'étais frustré parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas joué comme il fallait et avec tout ce qu'il fallait. Et puis surtout, c'est la première fois que j'avais honte de perdre comme ça. Voilà. Alors que c'est que de l'ego. Hein. C'est dur comme mot, honte. Ouais, honte. Ouais, c'est la première fois que j'avais honte. Non, mais c'est sûr. J'avais honte. Après le match, j'avais pas envie de sortir de chez moi. Je suis resté peut-être 2 jours sans sortir. J'avais pas envie. C'était j'étais frustré et dégoûté un petit peu de la performance et de l'ambiance et de rater cette opportunité. J'avais connu la victoire avec l'autre PSG, j'ai envie de dire, et là d'arriver dans les mêmes conditions et avoir la chance de rejouer au Stade de France, et là tu perds. Peut-être un peu plus sur la saison 99-2000. Ouais. Parce que c'est quand même une très très belle saison. Ouais. Ton meilleur souvenir à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que cette saison-là, vous avez cette force-là dans le groupe? Je pense que c'est le collectif, c'est tout roule en fait. On est sur la même longueur d'onde, on est on ne joue pas la Coupe d'Europe aussi. Donc peut-être que ça fait que derrière, en termes d'énergie, en termes de fatigue, c'est plus facile à gérer parce que c'est pas arrivé souvent au Paris Saint-Germain. Tout ça. Donc non, Et en termes d'effectifs? En termes d'effectifs. Je t'avouerai, je me rappelle plus trop de qui était là en 99-2000. Il y avait déjà eu l'année de reconstruction. Marco est parti parce que Marco il nous a fait du mal et quand il était à Monaco, il avait fait une saison incroyable. Donc Marco Simone était parti. Non, je pense que le gros truc c'est ça, c'est-à-dire que la Coupe d'Europe t'enlève quand même pas mal d'énergie et de fatigue. Et du coup, là, on était concentrés comme il fallait sur le championnat. Et on a eu juste un adversaire, un vrai adversaire. C'était Monaco qui avait une équipe incroyable. Tu nous as parlé de ton pire souvenir avec cette défaite contre Guignon. La victoire qui, pour toi, est la plus importante dans tes 4 années parisiennes? La plus importante c'est dur, ça. Non, mais si j'ai envie de dire plus importante, c'est compliqué, mais mes meilleurs souvenirs, c'est quand même les 2 finales. C'est-à-dire que si je garde. Les trophées. Oui, mais les trophées, oui. Alors les trophées parce que ça reste, mais surtout parce que c'était dur. C'est-à-dire que Bordeaux, tu vas au pénalty pour gagner, donc l'émotion elle est décuplée à la fin parce que tu es passé par une peur de ne pas réussir et du coup tu gagnes. Et derrière, la finale de Coupe de France contre Lens, qui est premier du championnat cette année-là et qui peut faire le doublé, et que tu joues en finale et finalement tu vas gagner 2-1, mais dans la souffrance parce qu'en face ils avaient forcément une équipe incroyable. Et je me dis, mais tu vois, c'est là où je te disais qu'il y avait, t'as une équipe qui est là et qui a l'habitude de gagner, et du coup, cette pression,
j'ai pas envie de te dire, elle te glisse dessus, mais tu la traverses très facilement parce que tu as une force collective qui fait que voilà, tu es inscrit dans une force collective et du coup, les doutes, t'en as, mais voilà, tu fais face et t'avances. Tu repars pour une 4e saison avec le Paris Saint-Germain. Philippe Bergerot est toujours l'entraîneur. Bon, pas pour longtemps. Défaite 5-1 à Sedan, vous tombez 12e au classement. Ouais. Et Philippe est remercié. Ouais, il est remercié. Ouais, je pense qu'il y a eu les comportements. Il y a un soupçon d'abandon. Ouais. Certain, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Il y a un abandon des joueurs. Ouais, pas de tous les joueurs, hein, mais de pas mal de joueurs. Et puis je crois que je me demande même si c'était pas acté déjà que Luis allait arriver derrière et que donc c'est pour ça que je dis que il y a eu une forme d'abandon, mais on était qualifié en Coupe d'Europe. Donc c'était le contraste, c'est-à-dire que c'était qu'on était qualifié en Coupe d'Europe et que derrière on est en championnat, alors qu'on avait fait un début de championnat incroyable. Mais voilà, au fil du temps, je pense qu'on a perdu un peu les valeurs qui devaient faire qu'on continue sur cette lancée, quoi. Et c'est le retour de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain. Elles étaient comment vos relations ? C'est un caractère fort, Luis. C'est pas le même caractère que Philippe Bergerot. Non, du tout, du tout. Mais je pense qu'avec Luis, on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais en termes je pense qu'en pédagogie, ça correspondait pas du tout à ce que moi j'attendais déjà. Il est arrivé, je pense, avec des préjugés. C'est-à-dire que, étant donné que je m'entendais bien avec Philippe, il s'est dit c'est un homme de Philippe Bergerot. J'étais un homme de Philippe Bergerot, mais j'étais un homme surtout du PSG. Donc j'étais pas là pour faire plaisir à Philippe Bergerot, j'étais là pour faire le maximum pour le club, pour le maillot. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Je pense qu'il a dû faire un amalgame. Et derrière, il est arrivé et il m'a enlevé du jour au lendemain. Et puis voilà, sans explication. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que il y a eu ça en fait. Si tu me dis je t'aime pas comme joueur et je préfère faire jouer machin, bah c'est fini. Sauf qu'il ne me l'a jamais dit ça. Bon, alors, tu pars à l'AEK Athènes, mais on va quand même rester sur ces années Paris Saint-Germain, ton plus grand éclat de rire avec tes coéquipiers. déjà, tu vois, ça te fait rire. Non, mais ça me fait rire, je sais pas. Il devait y en avoir énormément. Ouais, non, il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai eu pas mal de bonne ambiance avec le Paris Saint-Germain. T'en sortir un exactement, je sais pas. Mais moi, j'ai passé de très très belles années au Paris Saint-Germain. J'ai pas eu de... Vous faisiez beaucoup la fête, pas beaucoup la fête Ça arrivait, mais c'était pas tant que ça, mais ça arrivait. Moi, j'étais un fêtard à l'époque. D'accord. Mais j'étais un fêtard à Nancy au début. Au début à Nancy. Après, je me suis blessé. J'ai dit, bon, là, il faut que j'arrête. Donc, je suis machin, ce qui m'a permis d'arriver au Paris Saint-Germain. Donc, après, je faisais la fête quand même, mais beaucoup moins et plus dans le cadre, on va dire. Donc, non, mais ouais, moi, je m'entendais bien avec Michael Madar, je m'entendais bien avec Dominique Casagrande, avec d'autres joueurs aussi. Hein. Je m'entendais très, très bien avec Laurent Robert, avec Christian, le Brésilien. Voilà, c'était une belle époque et on a passé des bons moments. Après, de se sortir un meilleur moment de rire, je ne sais pas trop. Est-ce que tu étais superstitieux ? Tu avais ta place dans le bus Ouais, souvent, mais c'est machinal. C'est marrant, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a demandé ça là, pour une thèse. Et j'ai dit, oui, le joueur de foot est superstitieux, mais c'est plus des habitudes... ça n'a pas vraiment de sens, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de vérité, parce qu'il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bah oui, bien sûr. Donc c'est juste... mais c'est pas grave, on continue. Mais oui, mais tu vois, c'est pareil. C'est un état d'esprit pour te dire que je vais me mettre mieux pour réussir ma performance derrière, et voilà. Et comme je disais, ça marche des fois, ça marche pas, mais... Voilà, la chaussette gauche de Zidane, d'abord la gauche, Et toi, c'était quoi? D'abord, moi, c'était rentrer toujours du même pied sur le terrain. D'accord. Je sais pas pourquoi. Une fois, ça m'a appris quand je suis rentré sur le terrain. C'est pour ça aussi, ça arrive comme... c'est un peu des tocs. Oui. C'est-à-dire que voilà, tu mets, et voilà, tu mets toujours... T'écoutes toujours la même musique, ou voilà, c'est des trucs que tu mets en place qui sont pas forcément vrais, mais voilà, ça t'aide un peu, ça renforce un peu ta confiance, je pense. Et quel joueur t'a le plus impressionné humainement? T'en as connu des grands. Christian, j'ai beaucoup aimé.
j'ai beaucoup aimé. C'était quelqu'un de discret. C'était quelqu'un de discret, mais super, super sincère et super. Michael Madar, c'était un râleur. C'était je pense que c'est un incompris. Juste pour l'anecdote avec Michael, ça lui arrivait de s'arrêter pendant un match et de se prendre la tête avec un supporter. Parce que je sais pas, et c'est pour ça. Je l'ai vu gueuler auprès des supporters pendant un match et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? C'est toi tes joueurs, tu regardes, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'était lui, c'était comme ça. Il fallait que ça sorte. Il avait besoin de faire sortir ça. Donc voilà, on a eu des profils un peu différents de joueurs. JJ était très gentil aussi. Rai évidemment. Voilà, des personnages. Même là, tu viens de citer des noms. Non, mais ouais, mais je pense que au-delà de la starification qu'on peut donner aux joueurs, derrière il y a l'humain et souvent on se fait des idées par rapport au mec parce que c'est un grand joueur, parce qu'il a un talent énorme, mais en fait c'est bien souvent des super gentils. Qu'est-ce que tu as appris en tant qu'homme pendant ces 4 saisons au Paris Saint-Germain? La responsabilité, la patience, la pression, gérer la pression aussi parce qu'il y en a une forcément. On en apprend plus sur soi aussi par rapport à ça, savoir comment tu vas répondre à cette pression parce que c'est une sollicitation forte. Tu as des matchs super importants, tu as une attente incroyable derrière. Et puis c'est Paris, et puis on t'a mis là parce que tu avais les qualités ou le talent pour être là, et donc du coup tu dois répondre présent. Alors c'est avec l'ambiance, avec les gens qui attendent aussi, donc tout ça, soit tu arrives à le transformer, c'est ce que j'expliquais quand on allait jouer à Marseille, c'est-à-dire que toute l'agressivité que les gens te balançaient, moi j'aimais bien ça, parce que ça me permettait, mais oui, parce que ça me permettait de rester dans la concentration où je le transformais en motivation pour me dire ah ok machin, mais je vais voilà. Donc ça j'aimais bien. Donc du coup cette pression c'est pareil, tu l'acceptes, mais il faut t'en servir comme énergie. Si l'énergie elle est inverse, c'est-à-dire qu'elle te freine dans ce que tu fais, là c'est plus compliqué. Donc tout ça c'est des choses que tu apprends sur toi-même. Donc voilà, aujourd'hui il y a un manque quand même de ce côté-là parce que c'est une certaine motivation, mais voilà, j'aime ça. Ça restera une de tes plus grandes histoires d'amour, le Paris Saint-Germain? Ouais, toujours, encore. Je continue à commenter les matchs aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément plus qu'un attachement, mais non, voilà, c'est une histoire d'amour en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de choses qui t'énervent, et puis d'autres qui te font, j'allais dire, grimper au rideau, parce que c'est comme ça. Voilà, tu passes de là à là, et puis il n'y a pas de mesure, c'est comme ça. Eric, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. C'est toujours un peu émouvant de revenir comme ça dans le passé. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Je le fais pas souvent et j'aime bien en même temps revenir et de parler un peu pas forcément de soi, mais surtout des années PSG, c'est important. Histoire de Parisien, c'est un rendez-vous que vous retrouverez tous les 15 jours en podcast et en vidéo sur les plateformes du club. Et en tout cas, ça a été un grand plaisir, Eric, de partager ce moment avec toi. Merci plaisir beaucoup. Partagé, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.